Pour continuer la discussion et le dialogue, je vais inviter notre Anne-Gaëlle Godifaux, qui est conteuse, directrice artistique de la compagnie La Lune Rousse, qui est une grande actrice du milieu en France et dans la région nantaise. Elle travaille à la structuration, de la création, de la diffusion de spectacles depuis plus de 30 ans déjà. C'est une grande militante pour le développement des imaginaires avec un grand S. Elle est productrice depuis 13 ans d'une émission de radio sur le conte C'est pas pour dire. Elle est programmatrice et elle a créé les sorties de la Bête de Scène et depuis 2021 le festival Héroïne des 7 lieux, qui implique les artistes et le public dans une réflexion sur les femmes et le féminin dans les contes. Elle est également hypnothérapeute et s'intéresse à la fonction de l'imaginaire dans les soins. Mais je suis contente de discuter avec vous aujourd'hui sur la manière dont le monde du conte, l'art du conte et les contes peuvent dialoguer avec les questions féministes. Parce que je vous ai écouté, puis moi j'ai rencontré 2 femmes et je partage ça qui sont porteuses d'une volonté de plus opposer les contes des perspectives émancipatoires appelées par les féminismes. On veut discuter aujourd'hui dans une perspective d'ouvrir, comme tu nommes, ouvrir les portes, continuer de nous interroger, de nous libérer de nos biens inconscients qu'on porte tous, en proposant de nouveaux récits ou, comme le proposent nos invités, de nouveaux regards sur la pratique des contes traditionnels et merveilleux. Alors moi, de mon côté, je ne me suis pas encore présentée, fait que là, je vais parler plus en tant que la conteuse et poète performeuse et chercheur que je suis depuis il y a 9 ans. Puis à la suite d'une recherche-création, moi, je me suis intéressée sur les forces émancipatrices de la recréation, de l'acte de recréation qu'on fait en conte et des recréations identitaires qui peuvent permettre les arts de la parole pour celles qui s'en emparent et en font une pratique. Puis, je vais discuter avec vous depuis aussi les espaces de recherche que je fais en ce moment sur la médiation par le conte et le kassala avec des femmes réfugiées, migrantes et québécoises dans la région où je vis, à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis pour commencer, pour ne pas nous enfermer, puis là, on le sent, on est plein de ces questions, de ces émotions, de tout ce qui nous habite quand on ouvre ces questions, pour ne pas nous enfermer dans l'opposition entre respect de la tradition, la liberté des artistes, la reproduction des rapports oppressifs intersectionnels. Moi, je me questionne depuis plusieurs années avec ce que les phrases, je vais reprendre la phrase de Mona Cholette lorsqu'elle dit « Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas garder la liberté, l'exubérance, la fantaisie, puis pourquoi pas la tradition ?» tout en s'assurant que cette liberté est bien la liberté de tout le monde, tout en étant attentif aux rapports de pouvoir qui l'habitent. Puis pour faire juste un petit pont avec ce matin, on était dans la question du renouveau du conte, qui n'était pas si loin du temps de la Révolution tranquille au Québec. Puis moi, je viens de Bretagne, du réveil culturel qu'il y avait à l'époque. Fait que là, je vais citer, moi, mes racines, avec un historien Hélègue, qui disait à ce moment-là « La parole est pouvoir et la prise de parole, prise de pouvoir ». Il ajoutait « En Bretagne, on s'est trop longtemps tu ». Puis je pense que c'est comme la question des minorités et dans cette question-là aussi sensible, nous, en tant qu'artistes de la parole, univers de la parole, comment est-ce qu'on participe, on réfléchit, on interroge notre place dans la recréation des narratifs ou dans la transmission des narratifs qui existent déjà. Et puis, on va parler du narratif patriarcal ou capitaliste, mais aussi des nouvelles propositions, des anciennes propositions qui y répondent, des mouvements féministes et des formes du conte ou du racontement qui peuvent y répondre. Puis je voudrais recommencer en te donnant à nouveau la parole, Karine, juste pour, quand on ouvre, là on rentre dans l'univers, on va dire, des enjeux plus contemporains liés au féminisme. Puis toi, tu me disais, c'est important quand on parle de féminisme d'y mettre un pluriel. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de quoi tu parles, toi, quand tu parles de ça, et puis de cette question de l'importance de se situer aussi dans ces féminismes? Alors, je ne vais pas retracer l'histoire du féminisme parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais au moins dire qu'il n'y a pas historiquement un féminisme. Il y a des féminismes et qu'il y a toujours eu des luttes, des débats, des oppositions fécondes dans l'histoire du féminisme. Et que moi, en tout cas, ce qui m'a mise extrêmement mal à l'aise quand j'ai commencé à interroger justement les questions féminisme dans les contes, c'est que on m'a quand même pas mal fait savoir dans le milieu du conte que voilà, être féministe, c'était arrêter de raconter La Belle au bois dormant. Ben non, je ne suis pas d'accord.
Et j'ai eu beaucoup de mal à faire entendre, en tout cas en France, dans les débats parfois un peu musclés que j'ai eus avec des collègues, qu'il n'y a pas une vision du féminisme. Et je dirais même plus que c'est fondamental de rester dans la dialectique et que dès lors on est dans une logique de vérité unique et de remplacement d'un discours par un autre, moi, je n'ai pas envie de remplacer le discours patriarcal par le discours féministe. J'ai envie je pense que la pensée féministe est une pensée de l'émancipation et de la désassignation. Profondément, ça veut dire quoi? Ça veut dire refuser le prêt-à-penser, cultiver l'esprit critique, cultiver la capacité d'analyse et de se déterminer par soi-même et d'assumer sa propre pensée. Et donc, je me méfie d'un féminisme qui viendrait comme ça imposer sa loi et dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faudrait pas. Les gens qui font de la pratique décoloniale parlent de corps on est géo-corpo historiquement situés. Puis là, on ne peut pas se cacher qu'on est 3 d'origine française, puis qu'on a nommé aussi qu'on est à grande majorité blanche sur le territoire du dialogue aujourd'hui. C'était important pour moi de nous situer. Les paroles, les discussions, les pensées qu'on a sont pleines de nos histoires et de ces réalités-là qu'on porte. Et puis, je voulais juste ouvrir la place à ça. Et puis, en même temps, commencer en se situant et en existant. Puis, moi, ce que j'ai aimé de notre matinée, de la question de l'intime qu'apporte François, c'est que ça m'a ramené à cette espèce de phrase connue dans le féminisme, le privé politique, que moi, c'est beaucoup l'intime et politique pour moi. Et Iris Blake, qui parle du female gaze dans le cinéma, puis qui est discuté aussi un peu dans le conte parfois, parle d'une vision ou de changer les regards pour que tout d'un coup les personnages soient plus principalement identifiés en tant que femmes, que l'histoire soit racontée de son point de vue. Puis moi, là-dedans, quand j'écoutais ou je lisais ça, ça faisait résonance à ce que tu as créé, Anne-Gaëlle, avec le festival Héroïnes de 7 lieux. Où les contes sont officiellement choisis comme racontés par des femmes avec un angle de personnages pas que féminins, mais qui mettent l'espace et la place à ça, et puis qui sont aussi créés dans un univers où toi tu crées, tu as ouvert la parole avec des femmes de ton quartier. Oui. Fait que dans cette expérience, j'aimerais ça que tu nous en parles, parce que je trouve qu'à la fois elle est forte parce que tu situes ta parole, ton récit, ton expérience dans ton vécu, mais qu'en plus, tu as ouvert justement ce qu'on disait, le pouvoir de la parole à d'autres personnes que toi. Il était une fois donc un quartier populaire, en vrai on dit une banlieue, en périphérie de Nantes, donc une assez grande ville française. Ce quartier était sorti de terre un peu comme un champignon dans les années 60 pour... construit pour accueillir des jeunes travailleurs, des familles qui venaient de partout dans le monde, pleines d'énergie, de volonté. Et tout jeune, ce quartier avait connu ce que l'ensemble de la société avait connu, d'ailleurs à la même époque à peu près, un espèce de grand enthousiasme de aujourd'hui est mieux qu'hier et bien moins que demain, ça allait être super, le progrès, tout ça, ça allait être vachement bien. Bon, depuis 15 ans, ce quartier, c'est le quartier dans lequel je vis, hein, suit la même courbe de déception, on pourrait dire, que le reste de la société, mais en pire, forcément. L'avenir, le progrès n'ont pas complètement... tenu leurs promesses. Dans ce quartier, il y a un pourcentage élevé de chômage, une grande précarité, enfin, en vrai, de pauvreté. Hein. Des logements qui sont finalement pas si bien faits que ça, et mal entretenus, mal isolés. Donc, voilà, il y a des problèmes de voisinage, des immigrés... et descendants, 2e, 3e génération d'immigrés mal accueillis et mal dans leur pompe. Voilà. Beaucoup de familles monoparentales, en vrai, on dirait de femmes, hein, élevant toutes seules leurs enfants et tirant le diable par la queue. Voilà.
Donc dans ce quartier-là, si on parle concrètement, il y a plein de choses bien, mais c'est aussi la dèche, le deal, les flics, la violence, des soubresauts, des coups de fièvre de temps en temps, des centres socioculturels qu'on brûle, des voitures qu'on brûle, des tirs de mortier et tout ça. Bon. Et moi, en fait, j'ai grandi dans ce quartier-là. J'ai été au collège, là, au lycée, là. J'ai fait mes premières déclarations d'amour, là. Mes premières balades romantiques dans les terrains vagues qui sont maintenant les centres commerciaux. Voilà. Je suis partie de là, j'ai fait d'autres choses, et puis je suis revenue. Là, les bureaux de ma compagnie sont installés là, maintenant, depuis quelques années, tout près du lycée dont j'ai failli être virée il y a longtemps maintenant. Voilà, je suis partie, j'ai fait des études, j'ai été comédienne du très sérieux théâtre contemporain. J'ai découvert le conte, j'ai appris, j'ai créé, j'ai fait des tournées. Et puis je suis revenue un peu par hasard. En fait, j'avais oublié ce quartier-là. Et puis la ville m'a installé des bureaux, installé les bureaux de ma compagnie. On a fait une convention. Et voilà, je me suis retrouvée en résidence. Et j'ai fait ce qu'on fait en résidence. J'ai joué pour les grands, les petits, fait des ateliers, organisé, tu t'en parlais, une programmation d'été dans les parcs, une programmation l'hiver dans les appartes, dans les grandes barres d'immeubles. Tout ça avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et une certaine reconnaissance, en tout cas, du travail là, dans le quartier, mais en réalité avec vraiment peu de sous, très peu de sous, et assez peu de reconnaissance. Et j'ai regardé comment ça se passait ailleurs, et j'ai vu qu'il y avait des hommes qui faisaient à peu près la même chose que moi, mais qui étaient beaucoup plus financés. Voilà. À dire la vérité, j'ai quand même eu du mal à... je pensais, moi, le féminisme, pour moi, c'était un truc du temps de ma mère. Et je pensais qu'on avait fini ça, non ? Donc j'ai eu du mal à réaliser ça. Mais quand même, je l'ai réalisé. Puis j'ai regardé autour de moi, et j'ai regardé les femmes, en fait, de ce quartier-là, qui font un travail considérable, mais invisible. Et à la fois c'est curieux, à la fois omniprésent et invisible. C'est particulièrement intéressant dans un quartier parce que c'est limité dans l'espace et puis tout est un peu exacerbé. Donc là, voilà, elles gagnent en gros 30% de moins que leurs homologues. Mal. Elles font un double travail. On connaît tous ces histoires de charge mentale. En plus du boulot, il y a le boulot à la maison. Les enfants, tu disais, est-ce qu'on est débordé ? Qu'est-ce qui disait ça tout à l'heure ? On est débordé, mais jamais autant que quand on est mère d'un enfant, de 2 enfants. Voilà. Les repas, la famille, tout ça, bon. Et pourtant, dans ce quartier, quand ça crame, quand il y a des émeutes, et il y en a de temps en temps, quand les risques de bavure policière, et il y en a de temps en temps, sont plus élevés, les mamans, les femmes, elles descendent de leur chaise sur la place centrale et elles disent « on est là ». Elles disent « on est là », à la fois en direction des jeunes gens qui foutent le feu partout, et puis à la fois en direction des flics. « On est là ». On peut pas faire n'importe quoi. Enfin, nous, on est là. Voilà. Et quand on a été confinés, que les gens pouvaient plus travailler, qu'il y avait pas assez... Enfin, il y avait plein de gens qui n'avaient pas assez pour manger, hein, tout simplement. Elles ont commencé à organiser, en dehors de tout dispositif politique ou quoi, elles ont commencé à organiser d'aller chercher les surplus dans les magasins, au marché, d'organiser... elles ont distribué quand même 500 repas toutes les semaines, hein, et organiser quelque chose qui était quand même une chose incroyable, c'est que dans ce moment de grande détresse, elles ont organisé l'abondance
il y avait trop. Il y a toujours trop, parce que ça a continué, il y a toujours trop. Donc, à la fin des spectacles, par exemple, quand on fait sur le quartier, on oblige les gens à repartir avec des bananes, avec des pots de yaourt, des trucs, parce qu'il y en a trop. Voilà. Ok. Donc, elles ont fait ça. Les jeunes filles, les jeunes femmes, les mères, les vieilles, les anciennes aussi. Et franchement, j'ai commencé à regarder ça et elles m'ont bluffée. Je vous en raconte quelques-unes comme ça, parce qu'il y a celle qui a Litmes, qui a à peine 15 ans, mais qui, elle, en sortant du collège, elle prend du temps pour faire des cours d'alphabétisation. Il y a ces 2 gamines qui m'ont raconté, qui m'ont expliqué très sérieusement que dans la cour de l'école, elles faisaient, comment elles disaient ça, de la médiation non violente. Et elles m'ont expliqué comment, 7-8 ans, t'imagines. Celle qui, envers et contre tout, et beaucoup contre tout, a monté des ateliers de gym, de stretching et de parole pour des femmes voilées. Mais on disait, oh, elles sont voilées, alors bon, est-ce que c'est pas un truc prosélyte et caché? Voilà. Elle disait, non, on veut juste faire de la gym, quoi. Est-ce que c'est possible? Voilà. Celle qui, alors ça c'est la grande mode dans le quartier, on pète le béton au pied des immeubles pour faire pousser des fleurs. C'est top. Elle le défonce, quoi. Celle qui a commencé à faire des potagers dans tout le quartier en se disant la prochaine crise, ça va être une crise alimentaire. Si on ne prend pas l'habitude de jardiner ensemble, de potager ensemble, on va s'entretuer, donc il faut potager. Bon, alors, voilà, elle fait des potagers partout. Celle qui couse, celle qui nettoie, celle qui crée des bibliothèques dans la rue, qui dessine sur les trottoirs, qui dirige le club de foot, qui fonde la cuisine communautaire, qui milite pour la laïcité, pour l'égalité, pour le droit et tout ça. Et moi, comme actrice dans ce territoire, enfin, en résidence, compagnie en résidence et tout ça, avec un travail... je le disais, très important, mais en même temps pas des budgets en conséquence. J'ai trouvé qu'on avait des points communs dans l'énergie et l'enthousiasme et voilà, la générosité mise dans quelque chose qui serait quelque chose de l'en commun. Voilà. Et puis comme femme parmi les femmes du quartier, j'ai eu envie de les rencontrer, et comme conteuse, j'ai eu envie de faire mon travail, c'est-à-dire de les écouter et de les raconter. Je ne vous explique pas, quand j'ai dit que je venais à Montréal et que j'allais parler d'elles. Waouh. À Montréal, en Amérique, quoi. Alors j'ai commencé à prendre rendez-vous avec chacune. Pour les interviewer, je venais avec mon micro et je disais, on m'a parlé de toi. Et pour moi, tu es une héroïne. Est-ce que je vais t'enregistrer pour la radio? Raconte-moi ce que tu fais. Et presque toutes, elles me disaient non, mais c'est pas moi. Il faut que je suis pas légitime. Puis alors, je suis pas une héroïne. Et en fait, ce que je fais, tout le monde le ferait. Et d'ailleurs, je fais que ce que je dois. Et puis en fait, une héroïne, c'est quand même quelqu'un qui se sacrifie. Moi, je me sacrifie pas. Ça me fait autant de bien que voilà. Donc non, interview quelqu'un d'autre. Alors je leur demandais ce que c'était qu'une héroïne pour elle. Alors elle me disait, une héroïne, c'est quelqu'un qui se laisse pas abattre. Qui suit son chemin, qui fait du lien, qui fait ce qui lui semble juste, qui n'écoute pas les critiques. Ah là, elles ont beaucoup insisté là-dessus. Qui n'écoute pas les critiques, qui remonte le moral, qui soutient, qui invente, qui sort de son petit confort, qui ouvre les portes. Alors moi, je disais, et alors, c'est pas ce que tu fais? Et je leur disais, mais est-ce que tu as des modèles d'héroïnes? Alors elles ont Wonder Woman, mais franchement, tu me vois avec une cape. Et puis elle disait, non, une héroïne, oui. Si on veut être sérieux, ma mère, c'était une héroïne. Voilà. Puis ça continuait comme ça.
on parlait pendant 1 heure, 2 heures, et en fait, en faisant cette chose-là, de raconter à une conteuse leur histoire que j'enregistrais, et donc du coup avec la distance qu'impose le fait de faire un récit. Bon, et puis évidemment, on sait bien, on arrange un peu aussi peut-être. Hein, voilà. Mais avec cette distance-là, du coup, en effet, elle venait à réaliser, à voir en quoi, de fait, elles sont des héroïnes. Non ? Voilà, reconnaître la valeur de leurs actes. Il y avait comme quelque chose de l'héroïne qui s'active à l'intérieur, quoi. Une corde sensible, voilà, une note qu'on reconnaît. Et moi, c'était vraiment... je m'identifiais complètement à elle parce que je me disais, mais moi, je fais ça parce que ça me plaît. Voilà. Et moi, en même temps, je réalisais que par le simple fait de les écouter et de faire circuler la parole, j'épousais cette fonction de griotte, en fait. C'est quoi une griotte ? C'est quelqu'un qui raconte les hauts faits, qui est au courant des histoires, qui les mémorise, qui est capable de les raconter, qui honore de sa parole le courage, la ténacité, qui place les actes des gens dont elle parle dans leur vraie dimension, voilà, qui raconte les héroïnes. Et voilà, et sans l'avoir vraiment prévu, je suis devenue un genre de catalyseur. Alors, catalyseur, j'ai cherché ce que ça veut dire en chimie. C'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction. Ce qui s'est réveillé à l'intérieur, ce qui s'est mis à vibrer quand telle ou telle femme m'a raconté son histoire, pouvait maintenant plus facilement en fait résonner avec les récits mythologiques. Quand on dit quotidien héroïque, c'est un genre d'oxymore, ça semble pas aller ensemble, mais en fait, j'ai réalisé que le travail d'une conteuse, c'était possiblement de faire fondre cette frontière entre les deux, entre le concret, le quotidien, voilà, l'héroïsme de tous les jours, et puis le symbolique et les récits, quoi. Et donc, il y avait donc dans ce grand quartier populaire une bande, un nid d'héroïnes. Et c'est comme ça que j'ai eu le désir de créer un festival. Le festival Héroïnes de 7 lieux, il est né de ça, de mon désir de célébrer cette communauté d'héroïnes, de mettre en relation ces femmes, ces héroïnes de tous les jours, et puis des héroïnes de contes, de récits. Je peux dire aussi que ce festival, c'est en même temps une réponse concrète, en actes, à toutes celles et ceux qui voyaient dans les contes de la tradition orale quelque chose de vieillot, de dépassé, que seuls les enfants, on leur pardonne parce qu'ils sont petits, ou bien les femmes, non, ou les gens pas éduqués peuvent apprécier, parce qu'évidemment, dans leur grande ignorance, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils véhiculent des stéréotypes. Voilà, donc je voulais répondre à ça aussi. En tout cas, je voulais que ce festival soit l'occasion de poser ça et d'en causer, de voir un peu, de discuter ensemble de ça. Alors, comment ça se passe ? Les récits invités sont des récits qui posent la question des personnages féminins dans les contes. C'est pas que des conteuses. Enfin, en fait, si, mais c'est pas jusqu'à maintenant, ça s'est fait comme ça. Chaque spectacle est donné dans un lieu qui est tenu par une des femmes que j'ai interviewées. Ça veut dire que on est invité, on est des spectateurs, mais c'est pas parce qu'on a payé notre place que on est invité en fait chez des gens. Voilà, chez ces femmes-là. Et moi, avant que le spectacle ne commence, eh bien, les spectateurs m'entendent présenter les héroïnes du quartier. Voilà, je fais je ne sais pas si c'est ça, le Kassala.
Mais en tout cas, j'honore ces gens, ces femmes qui nous accueillent. Et elles aussi, elles disent, voilà, vous êtes ici, voilà ce qu'on fait ici et tout ça. Et puis, voilà, il y a le spectacle. Et après chaque spectacle, on s'organise pour que... c'est des petites jauges, c'est pas des lieux, c'est une cuisine, c'est un atelier de tissage, c'est... un jardin, une épicerie communautaire, voilà. Donc c'est des petits lieux dans lesquels du coup on a moins peur de parler après. Donc après on s'organise pour causer en fait, voilà. Et puisqu'on parle depuis ce matin des relations entre le conte et le contemporain, je peux dire que le public de ce festival, qui entre autres les femmes dont je parle depuis tout à l'heure, elles ont complètement adhéré à la parole symbolique des contes, elles ont reconnu quelque chose d'elles-mêmes. Alors là, je vais essayer de ne pas pleurer parce que ça m'émeut à chaque fois. J'ai noté comme ça, c'est Amina par exemple qui écoute le récit de la conteuse Magda Gorska qui raconte l'histoire de Maria Sklodowska alias Marie Curie, et qui, pendant le spectacle... Alors, Marie Curie, elle ne s'appelait pas Marie, elle s'appelait Maria, évidemment, et voilà, elle a dû changer, on lui a demandé de changer, parce que Maria Sklodowska, franchement, c'est pas prononçable en français, donc Marie. Le changement était petit, hein, mais voilà, Magda est sur scène, enfin ce qui est la scène à ce moment-là, qui est une grande cuisine, et elle raconte ça. Amina, pendant le spectacle, se retourne vers moi, elle pleure et elle me dit « c'est mon histoire ». Et là, c'est maintenant que je pleure normalement. Parce que quelques jours avant, elle m'avait raconté, je ne comprenais pas cette femme, on m'en parlait, et alors des fois elle s'appelait Annie Kayabeh. À des moments, elle s'appelait Amina Mouniche. Je ne comprenais rien et je lui disais, tu es un agent secret ou quoi? Je ne comprends pas, tu as plusieurs noms. Elle me dit, non, mais pour trouver du boulot, on m'a dit que Amina, ça ne le faisait pas. Donc, je m'appelle Annie. Et elle m'avait dit, non, mais on s'en fout. De toute façon, on aurait bien pu m'appeler Robert pour bosser. Ça, bon. Sauf que là, tout d'un coup, elle entendait Magda raconter ce truc et elle pleure, quoi. Et elle dit, c'est mon histoire. Ou bien ces femmes qui rient à gorge déployée quand la conteuse Neza Chevet raconte ce qui se passe derrière les moucharabiers et toutes ces ruses de femmes qu'elles connaissent. Et mon ami, notre ami et collègue Paul Lator raconte un conte de Zanzibar. Elle est venue cette année raconter ça. Le mendiant et l'antilope. Vous pouvez, si ça vous intéresse, le trouver chez Ouidir. Le mendiant et l'antilope, c'est fabuleux. Donc c'est l'histoire d'un homme qui avait tout perdu et qui depuis vivait sur un tas d'ordures. Et puis tout d'un coup, en fouillant dans le tas d'ordures, tombe sur une pièce d'or. Avec cette pièce d'or, il achète contre toute logique, il achète une antilope. Et l'antilope va lui sauver la vie. Enfin, elle va combattre pour lui une bête à 7 têtes. Elle va bon, c'est une version du chaboté de Zanzibar, on pourrait dire. Et là, c'est Karine qui a noté les réactions des gens après, dans la discussion après. Oui, parce que une fois qu'il a été comblé d'honneur, qu'il est devenu roi, qu'il est devenu, il a délaissé l'antilope. Et l'antilope meurt, délaissée par ce héros qui fait rien pour la sauver. Quand elle meurt, au matin, le sultan, le nouveau sultan, se retrouve à nouveau sur son tas d'ordures. Et puis en fouillant dans son tas d'ordures, il trouve une pièce d'or. Et puis voilà, on peut imaginer que c'est un cycle. Et on a noté, j'en avais noté une partie, Karine en a noté aussi, des commentaires entendus à l'issue de cette représentation. Et je me souviens de 2 femmes croates qui ont répété, et elles sont venues me le dire, te le dire à toi aussi, le dire à Paul plusieurs fois pour être sûr qu'on comprenne bien. Elles disaient, c'est quand même une histoire fabuleuse avec des palais de pierreries et tout ça. Et elles disaient, cette histoire est vraie. C'est vrai, c'est mon histoire. Voilà. Et elles l'ont répété assez
C'est ma vie, voilà. C'est toujours comme ça quand on en fait trop pour quelqu'un, disait une autre. Ça me rappelle l'histoire de la vieille dame dont je m'occupe, disait quelqu'un d'autre. L'antilope rappelle au sultan une période trop douloureuse de sa vie et c'est pour ça qu'il ne veut plus la voir, disait quelqu'un d'autre. J'ai oublié, il a oublié d'où il vient, c'est un ingrat, elle lui a tout donné, il la laisse mourir. C'est un arriviste. Ah, c'est encore une femme qui se sacrifie dans l'ombre pour un gars qui se fout d'elle. Et en même temps, lui, il n'avait rien demandé à l'antilope. Alors c'est elle a décidé de prendre son destin en main, à lui, elle lui a jamais demandé son avis pour rien. Moi, je trouve que c'était quand même abusé de sa part. Pourquoi elle a fait ça ? Peut-être, mais il lui obéit tout le long de l'histoire, sauf à la fin. Tiens, ça me fait penser à un enfant avec sa maman. Et quelqu'un, je me souviens, il me semble que c'était un jeune gars qui avait dit « On comprend le début de cette histoire à la fin ». C'est un genre de cycle sans fin, cette histoire. Voilà, pour terminer, je dirais ça. Ce que j'en tire de cette expérience-là du festival, c'est que la vérité, si on peut dire, d'un conte, et singulièrement d'un conte merveilleux, c'est peut-être qu'il est ni ancien, ni moderne, mais intemporel. J'ai adoré ton expression de... Comment tu dis, François, cette chose... comment tu dis ? Territoire suspendu. Waouh, c'est trop beau. Territoire suspendu. Qui s'actualise en fait à chaque fois qu'il est raconté et entendu, et qui est si vaste que nous sommes compris là-dedans. Je me retrouve dans La Belle et la Bête aussi. Je me retrouve dans le palais, dans le père, dans le désir, dans le chemin d'épreuve. Tous les éléments du conte sont à l'intérieur de moi. Et moi-même, je suis comprise à l'intérieur d'eux. La fiction et la réalité, le symbolique et le concret résonnent ensemble dans des endroits qui sont complètement inaccessible en réalité à l'intellect. D'une certaine manière, en matière de conte, j'ai toujours l'impression que expliquer, c'est abîmer un peu. Et que quand le mental s'empare du conte pour l'expliquer, quand il résonne, haï, au lieu de raisonner, on ne rend pas vraiment justice à la magie et à la puissance du conte. Ça n'empêche pas que, on peut quand même suivre la piste, comme le petit pousset, la piste de nos intuitions, disons. Voilà. Merci vraiment beaucoup. J'ai pas ce pleuré. Grand récit. Un grand récit qui est intéressant parce qu'il nous ouvre aussi, parce que les questions du mot, ça vient chercher nos libertés vraiment dans le langage. Puis je trouve que tu nous ouvres aussi sur... Il y a le texte, mais il y a aussi tous les espaces de médiation, les espaces de dialogue, les espaces de création, de programmation, de diffusion. Fait qu'il y a comme plusieurs couches d'action aussi que tu nous donnes, ou de liberté de créer. Puis moi, je vous lancerai un petit peu... sur, tu nous en as parlé beaucoup, un petit peu Karine, mais sur vos exemples de possibilités d'infléchir les perspectives patriarcales dans le conte. Tu as parlé de la conteuse adaptatrice tout à l'heure, où le diable est dans les adjectifs. Peut-être que peut-être pas les interprétations, mais les regards qu'on pose, ou les manières dont on lit les personnages, les contes, les réalités. Je pense que Anne-Gaëlle, tu avais comme une expérience que tu nous racontais sur une collègue qui a essayé de dépasser le rapport au foyer, à la femme au foyer dans un conte. C'était une conteuse belge. C'était vraiment lumineux. Elle disait, j'ai oublié le conte dont il s'agit, mais elle parlait d'un conte qu'elle adorait. Vraiment, qu'elle sentait qu'elle avait comme une nécessité de raconter, mais elle était bien embêtée avec le fait que, il y avait un frère et une sœur. La sœur restait garder le foyer, et puis le frère partait sur son cheval
Alors elle disait quand même, ces stéréotypes, j'ai quand même pas. Donc elle dit qu'elle a tout essayé, elle a échangé les rôles. Alors la sœur partait sur son cheval, et puis le frère restait au foyer. Tout ça, elle a tout essayé. Et puis elle a fini par dire une chose que j'ai trouvée vraiment lumineuse. Elle a dit, finalement, c'est pas parce qu'on vit depuis des centaines d'années dans une pensée, dans une culture patriarcale, que dans les contes, les femmes restent au foyer. C'est parce qu'on vit depuis des centaines d'années dans une vision et dans une culture patriarcale qu'on considère le foyer comme une chose dévalorisante. Si tu réfléchis, le foyer, c'est quand même c'est le feu, quoi. C'est la vie. Donc garder le feu, c'est ce que font ces femmes, en fait, dans ce quartier. C'est quand même quelque chose de sacré, non ? Et de sacrément important. Et donc, je trouve que, oui, c'est comme des lectures. Moi, je suis très contente de ne pas être au foyer dans la vie. Mais il y a comme ce que je trouvais intéressant dans ce que tu proposais, c'est continuer de réfléchir, comme tu nous invitais, Karine. Puis, Karine, toi, tu nous parles, tu as un exemple avec le conte du prince serpent. Et puis des discussions, peut-être que j'ouvrirai à ce moment-là sur la discussion que tu as eue aussi avec Jennifer, qui n'est pas là, Jennifer Tamas, à ce sujet. J'ai appelé ça les stratégies d'inflexion, de mouvement face au regard patriarcal, mais c'est peut-être complètement autrement que tu dirais ça. J'ai rencontré Jennifer Tamas, qui a écrit un livre qui s'appelle « Au nom des femmes », dans lequel elle montre la manière dont nous avons, depuis des années, observer les grands récits de la littérature écrite, La princesse de Clèves, Médée, Phèdre, mais elle met aussi les contes, elle analyse La Belle et la Bête et Le Petit Chaperon Rouge, et elle montre comment finalement la manière dont nous les lisons témoigne non pas du patriarcat de ces récits, mais de notre lecture patriarcale de ces récits. Donc elle rappelle d'abord aussi qu'un des fondements du discours féministe anti-conte, c'est la papesse du féminisme, Simone de Beauvoir, qui effectivement, dans le deuxième sexe, dit qu'il faut absolument arrêter de lire ces contes aux petites filles parce que ça conditionne leur désir et que ce serait donc tout à fait délétère. Donc un certain nombre de féminismes se sont engouffrés puisque Simone de Beauvoir l'avait dit. Sauf que Simone de Beauvoir, elle parle d'une version d'un conte. Elle ne connaît pas la tradition orale. Jennifer Tamas explique que les personnages féminins dans les contes merveilleux s'en sortent parce qu'elles ont été initiées par la génération précédente, par exemple. C'est quand même autre chose. Et que les femmes, en tant que communauté, trouvent le moyen de ne pas être des proies. Cendrillon de Madame d'Aulnoy, puisque c'est sa référence, elle est littéraire. Elle est initiée par sa grand-mère, qui est une sorte de Baba Yaga, qui vit dans une grotte. Le Petit Chaperon Rouge, n'en parlons pas, dans la version ancienne, on sait qu'il ingère les organes sexuels de la grand-mère. Et donc, concernant la version de La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, qui a été une des réécritures féministes de ce conte, il s'agit donc d'un récit dans lequel la Belle impose son temps à la Bête, la maturation nécessaire à la femme pour accueillir l'autre en son corps, à une époque où les mariages forcés se consommaient le soir même. Si la Belle parvient à appréhender l'autre dans sa différence, c'est aussi parce que la Bête lui offre une liberté sans pareille. Contrairement à ce que montrent tous les films, la Belle est parfaitement libre de partir. Le film de Cocteau dans lequel elle est prisonnière, c'est un filtre de lecture. Ça n'est pas la vérité de ce conte. Elle dit même que le château de la Belle est une métaphore du consentement. Elle dit « Que figure donc ce château où l'on se rend volontairement, d'où l'on part sans contrainte, où l'on peut rêver ses désirs sexuels sans les matérialiser et dans lequel celui qui nous attend risque de mourir, dût-on choisir de ne pas revenir. N'est-ce pas une parfaite métaphore du consentement ? Le conte est complexe car il montre que le désir est fluctuant, qu'il soit masculin, féminin ou non-binaire. La Bête est désignée d'ailleurs tantôt au masculin ou au féminin. Au début, on a l'impression que la Bête est mue par une volonté de prédation sexuelle et qu'elle attend que Belle cède, mais ensuite on voit la Belle partager entre ses désirs érotiques en rêve. Madame de Villeneuve développe beaucoup les rêveries érotiques de la Belle et une autre forme d'intérêt, de désir dans la réalité. Métamorphose et démorphose sont conditionnées par un rapport mouvant entre deux individus.
Et ce qui est sûr, c'est quand dans le film, la belle est au service de la bête, et dans ce conte, la belle est au service de son propre désir. Donc on voit bien que, d'abord, on peut étudier les versions littéraires de ce conte et voir chez Madame de Villeneuve la manière de se saisir d'une situation qui est aujourd'hui devenue l'emblème de la relation de prédation entre, soi-disant, un homme et une femme, et y voir beaucoup plus que cette réduction systématique qui est faite. Et nous, en tant que conteurs et conteuses, on a une vraie responsabilité. Et donc, pour ce qui est, par exemple, de La Belle au bois dormant, dans mon spectacle Tu parles Charles, je dis, je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve ça formidable et s'accorde pour dire que ce qui est formidable, c'est d'avoir un cheval, une épée, et que dormir, c'est rien. Non, dormir, c'est pas rien, le sommeil, c'est puissant. Il y a des actions passives. Dormir, c'est pas forcément être soumise. Oui. Oui, alors je suis conteuse et je suis aussi une grande praticienne du rêve. Quoi ? Comme conteur, conteuse et comme écouteur, on sait bien que le rêve, c'est quelque chose de dynamique et de puissant. Et c'est vrai que cette chose de la Belle au bois dormant comme emblème de... c'est le truc qu'on nous ressort tout le temps, non ? Non, mais franchement, les contes, on ne peut pas continuer à raconter ça. Une fille qui dort et le type qui vient la sauver, qui vient la délivrer et tout ça. Je pourrais commencer... Il y a des versions, mais dans la version russe, par exemple, ça commence comme ça. Il était une fois, il y a longtemps, un tsar très puissant qui avait 3 fils. Les 2 premiers fils étaient grands et forts, et le tout dernier, Ivan, le Benet, n'avait que 12 ans. Une nuit, le tsar fit un drôle de songe. Au-delà des terres, au-delà des mers, lui disait son rêve, il y a un palais doré. Et dans ce palais, il y a une fille roi d'une grande beauté. Cette fille galope à travers la plaine toute la journée. Cette fille galope à travers la plaine toute la journée. Galope, cette fille galope à travers la plaine toute la journée. Le rêve dit qu'elle vient 9 journées entières sur son grand cheval, qu'au 10e jour, enfin, elle s'arrête, descend de cheval, entre dans son palais, dans sa chambre claire, se couche et s'endort. Quand la fille s'endort, de ses pieds, ses mains coulent des rivières, rivières. Quand la fille s'endort, de ses pieds, ses mains coulent des rivières. Le songe dit que qui boit une gorgée, juste une gorgée de cette eau précieuse, retrouve la force et la joie de vivre. Le tsar se réveille et il veut cette eau. Il convoque ses fils et puis il leur dit « Celui d'entre vous qui rapportera l'eau de la fille qui dort, j'en ferai un tsar. » T'imagines ? C'est-à-dire qu'il... C'est quand même... Non, il engage son royaume et ses fils dans une aventure qui va les secouer pas mal. Rien que ça, sur la foi d'un rêve, d'un songe. Après, alors, je me suis amusée à faire une enquête policière. Non ? Ouais. Dans la version anglaise de La Belle au bois dormant, on dit qu'elle dort le jour et qu'elle veille la nuit, qu'elle croît et décroît au fur et à mesure du mois. C'est splendide, non ? Ouais. Dans la version des Grimm et dans la version de Perrault, elle est capable quand même, en dormant, de faire pousser et de maintenir en vie une forêt. Impénétrable. Le mot n'est pas rien. Et j'aimerais bien, par rapport à parce que vous l'avez compris, je suis une fan de La Belle au bois dormant.
J'aimerais bien qu'on se souvienne qu'il s'agit de contes merveilleux et pas de documentaires. Hein. Et je m'interroge et je m'étonne même vraiment grandement qu'on cite toujours cette histoire comme un exemple d'impuissance et de passivité féminine, alors même que justement, alors j'ai essayé de faire une liste quand même, hein. Il y a dans cette histoire, selon des versions, des faits au pouvoir avéré. Une vieille, au moins une, ça dépend des versions, mais souvent, quelquefois il y en a deux, mais au moins une vieille très puissante. Une fileuse qui contrevient aux lois quand même. Dans la version de Perrault, il est interdit qu'on file, elle file. Oh, voilà. Une jeune fille qui désobéit. Alors, on peut toujours atténuer en disant qu'elle est jeune et qu'elle n'a pas fait exprès, mais enfin bon, elle désobéit quand même. Une vieille, une Baba Yaga dans la version russe qui joue vraiment le rôle de gardien de seuil et qui est d'initiatrice. Dans la version de Perrault, une ogresse quand même. Le prince, il est fils d'une ogresse. Enfin, ce sont quand même des femmes, des figures féminines, disons plutôt, hyper puissantes. Et tandis que les seuls représentants du masculin, là, pour le coup, sont assez passifs. Alors, ils font des trucs, ils bougent, mais assez inutiles, en fait. Il y a un roi complètement impuissant, il fait une loi, c'est pas respecté. Bon, il y a des fils, les premiers un peu pas très courageux. Le troisième, Ivan, on l'appelle quand même Ivan le Benet. Hein. Dans la version de Perrault, c'est un fils à sa maman, quoi. Il n'ose même pas dire qu'il a rencontré la fille. Voilà. Dans toutes les versions, pratiquement, il rentre dans le palais. Il y est pour rien, en fait, ça s'ouvre. Hein. L'idée qu'il arrive à cheval avec une épée et qu'il va débroussailler tout ça, ça n'existe nulle part. Nulle part. Si, chez Disney. Oui, non, ça s'ouvre aussi chez Disney. Ça s'ouvre. Mais non, ça s'ouvre. Ce truc est impénétrable. Et tout d'un coup, lui, il se pointe et ça s'ouvre. Peut-être qu'elle est prête. Je sais pas. Peut-être qu'elle a imposé son temps et que maintenant elle est d'accord. Mais de toute façon, il la rencontre, quelle que soit la manière dont il la rencontre, qu'il lui dise juste bonjour, ou bien qu'il l'embrasse, ou bien qu'il couche avec elle, dans la version catalane. De toute façon, quand il repart, soit il ment, c'est-à-dire qu'il dit à ses parents, non, je n'ai jamais rencontré de fille, donc, ça a duré un moment comme ça, soit il dessoule pas pendant 5 ans. Dans la version russe, il est bourré pendant 5 ans. Alors, je prends 2 secondes pour vous la raconter. Dans la version russe, il rentre. Cette fille, donc, de ses pieds, ses mains coulent des rivières. Alors, il rentre, Ivan le Benet, tu vois. Alors, il a 2 petites fioles, il remplit ses fioles avec de l'eau, il part. Et puis, la fille, elle se réveille. Et elle dit, qui a pris mon eau ? Alors elle met ses bottes, elle prend son cheval, elle prend son épée, c'est une fille roi, et elle poursuit le type qui a pris son eau. Elle le trouve, elle ne se pose pas de questions, elle le tue direct, il tombe par terre, et puis elle le voit, puis elle dit « Ah, c'est dommage, il était quand même bien. » Alors, quand même, de ses pieds, ses mains coulent de l'eau de vie. Alors, elle passe sa main comme ça, il se réveille, et... Ivan le Benet, tu vois. Et elle lui dit, veux-tu m'épouser? Alors, lui, là, c'est en russe, tu vois, il dit, da, Ratchou, oui, je veux bien. Elle lui dit, c'est bien, alors retourne chez ton père, je viendrai te chercher dans 5 ans. C'est génial. Il y a même des versions où il meurt même plus. Là, il meurt une fois, mais il meurt même plusieurs fois. Il est découpé en petits morceaux par ses frères. Enfin, voilà. Donc c'est pas simple, quoi. Il n'est pas complètement fini, le gars. Et de toute façon, dans tous les cas, quelles que soient les versions, il est agi. C'est lui qui est agi par la fille ou bien parce qu'elle produit, par sa mère, à lui. Par l'amnésie, par la guerre, par ses frères, par l'alcool, enfin, il est... voilà. Et je suis vraiment étonnée par cette
cécité, tu disais, par cet aveuglement généralisé à propos de la puissance de cette belle endormie, ce retournement des faits. Enfin, on est dans une hypnose puissante là quand même, tu vois. Ce retournement des faits me semble mais complètement hallucinant, quoi. Et j'ai pas d'explication. Et je peux rajouter, moi, ce qui me fascine aussi, c'est que on fasse de la fée qui maudit la Belle au bois dormant un personnage négatif. Mais oui, c'est totalement aberrant. C'est génial d'être maudite. Enfin, je veux dire, c'est une bénédiction. Parce que sinon, sans cette soi-disant malédiction, elle passait à la casserole alors qu'elle était trop jeune. C'est ça. Non, mais concrètement, ça installe du temps. Je veux dire, il y a de la solidarité féminine. Enfin, je veux dire, c'est pas la vérité ce que je dis. Je dis juste qu'on peut déconstruire le discours, un certain discours féministe et faire un pas de côté et dire, attends, est-ce que c'est ça que je vois, moi ? Je veux pas dire ça veut dire ça. Non. Ou il s'agit de ça. Mais je dis quand même qu'on pourrait noter, si on était un peu conséquent, un peu honnête, on pourrait noter les indices qui semblent quand même classer cette belle du côté des puissances, quoi. Des puissances. Et pas des personnages plus ou moins victimes. Bon, elle n'a pas de nom. Mais du coup, ça semble dessiner un personnage vraiment, vraiment large dans lequel on peut entrer. Ces enfants n'ont pas de nom, ou alors ils ont des noms de planètes. Ils s'appellent Lune et Soleil dans la version italienne, Aurore, Petit Jour dans la version anglaise. Elle s'appelle Aurora aussi. Dans la version russe, elle s'appelle juste. C'est une fille roi. C'est pas une princesse, hein. C'est pas une reine non plus. C'est une fille roi. Masculin, féminin. Ouais, c'est génial. C'est pas une personne, quoi. C'est bien de se rappeler de ça, que c'est pas une personne, mais une dynamique si large que, en fait, qu'on soit homme ou femme, ou non binaire, enfin, en tout cas, on peut rentrer là-dedans. Elle a une naissance mystérieuse, miraculeuse, parce que c'est quand même dit chez Perrault, mais dans d'autres versions que bon, le roi et la reine ne peuvent pas avoir d'enfants. Hein, donc, comme ça, c'est clair. Elle est baptisée par 12 fées. Voilà, j'ai pas d'explication, mais je pense 12 fées, je peux pas m'empêcher de penser 12 mois de l'année, 12 lunes, la 13e lune, il se trouve que c'est la lune noire, c'est quand même, c'est Lilith. Lilith, quoi. C'est la classe, quand même. Non ? Voilà, c'est juste des indices comme ça. Quand elle se réveille de son long sommeil, dans la version russe, elle menace le roi. Elle lui dit si on ne remet pas les choses dans l'ordre, je vais détruire le royaume. Enfin, une fille qui dort et qui, pendant qu'elle dort, est capable de fermer, d'ouvrir des chemins, de mettre des gens en mouvement qui font le chemin depuis l'autre bout de la terre pour la trouver. De faire rentrer des hommes en aventure, en transformation. Une fille qui, en dormant, est capable de produire des phénomènes naturels, des végétaux qui donnent naissance à des planètes. Quand même. Et dont le sommeil s'étend au monde autour d'elle et tout ça. J'ai l'impression que ces idées, c'est à propos de la prétendue faiblesse ou position de victime de la Belle au bois dormant, c'est, enfin, je sais pas. Quand tu collectionnes les indices, tu te dis c'est bizarre, non? Mais c'est un vrai bel exemple, sérieusement. Et puis vous me parliez aussi de finalement, c'est des regards, l'horizontalité qui est minimisée par rapport à la verticalité. Absolument. Et puis ce genre de choses. Puis on connaît peut-être plusieurs d'entre nous aussi la fameuse princesse de Jérôme Bérubé qui survit à tout, et puis que tout le monde, et l'univers entier explose, mais sauf la princesse. il y a comme ce que j'aime, c'est dans ce que vous décrivez, c'est aussi ce que tu disais, Stéphanie, aussi, je crois, tout à l'heure, mais la rigueur qui crée aussi une vision, une ouverture presque subversive depuis la tradition. Qui déconditionne certains regards sur les contes merveilleux, les contes de fées, via la modernité, via Disney, via d'autres vecteurs qui ont été plus diffusés. Puis là, moi, je t'ouvrirais la porte sur ce fameux prince serpent.
on se retrouve avec la même réalité temporelle que nos amis de ce matin. Je commence à sentir le temps qui s'étire, mais j'ai vraiment très envie qu'on ouvre sur ce beau prince serpent, puis d'autres questions après. Vas-y. Il était une fois un roi et une reine qui s'aimaient vraiment, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils en souffraient, la reine surtout, elle se sentait toute triste, toute inutile. Ce jour-là, la reine est dans le jardin de son palais. Elle sent derrière elle une présence, elle se retourne. Il y a une vieille aux yeux clairs, aux cheveux blancs, qui tient dans ses mains une rose rouge et une rose blanche. Et la vieille dit à la reine, « Si tu manges la rose blanche, tu auras un fils. Si tu manges la rose rouge, tu auras une fille, mais surtout ne mange pas les deux. » Toute pleine de son désir, la reine n'a pas su choisir. Elle a mangé les deux roses. Elle se disait qu'elle aurait peut-être un garçon et une fille. Seulement ce qui est sorti d'entre ses cuisses au bout de 9 mois, c'était un être mâle entièrement recouvert d'une peau de serpent, avec des dents acérées. Mais c'était son petit, c'était celui qu'elle avait tant désiré, celui qu'elle avait porté. Alors elle a porté la bouche du prince serpent à son sein, il a mordu, et le sang rouge s'est mêlé au lait blanc. Mais c'était son petit, c'était celui qu'elle avait tant désiré, celui qu'elle avait porté. Elle allait le nourrir. Elle l'a installé dans une chambre à l'écart du palais, à l'abri des regards. Personne d'autre qu'elle n'y entrait. Et elle a tout de suite su qu'il lui fallait autre chose que du lait pour grandir. Il lui fallait de la chair fraîche, de la viande crue, rouge et saignante. Elle lui en apportait jour après jour et son appétit grandissait en même temps que lui. Et quand il a été un jeune homme, il a demandé à se marier. Allons, tu n'y penses pas. Regarde-toi. Aucune autre femme que moi ne peut t'aimer, mon petit. Regarde-toi. Elle a vu dans ses yeux que c'était sérieux. Alors elle est allée dans le village. Il y avait une de ses servantes qui vivait là, pauvre, avec ses 3 filles. Alors elle a posé un sac de pièces d'or sur la table et elle a dit que les gardes viendraient le lendemain chercher la fille aînée. Les gardes sont venus. Quand la fille a su qu'elle allait pour se marier avec le prince serpent, elle n'a pas voulu, elle s'est débattue. Elle ne voulait pas se marier avec un monstre, seulement on l'a forcée. Et sur le chemin, ils sont passés devant la fontaine. Il y avait une vieille femme aux yeux clairs et aux cheveux blancs qui était là, qui a dit « Eh petite, viens m'aider à remplir ma cruche, elle est trop lourde pour moi. » « J'ai pas le temps, la vieille, je m'en vais à la mort. » « Comme tu voudras. » Elle est arrivée au palais, on l'a lavée, on a enduit son corps d'huile parfumée, on l'a parée, et puis on a célébré ses noces avec le prince serpent. Il y a eu un banquet, un bal, et la chambre de la porte nuptiale s'est refermée. Au milieu de la nuit, un cri. Le lendemain, il ne restait plus de la jeune femme que du sang rouge sur les draps blancs. « Mon fils, qu'as-tu fait ? » ?»« Je veux encore me marier. Amenez-moi une autre femme. » Alors elle est retournée, elle a mis 2 sacs de pièces d'or sur la table. Le lendemain, les gardes sont venus. Quand la deuxième sœur a vu les gardes qui venaient, elle a demandé ce qui était arrivé à la première, à l'aînée. Elle s'est débattue, elle a pleuré. Et sur le chemin, il y avait une vieille femme assise sur le bord de la fontaine. « Et petite, viens m'aider à remplir ma cruche, elle est trop lourde pour moi. J'ai pas le temps, la vieille. Je m'en vais à la mort. Comme tu voudras. » Elle est arrivée. On l'a lavé, on a enduit son corps d'huile parfumée, on l'a paré, habillé, on a célébré ses noces avec le prince serpent. Il y a eu un bal et personne n'a dansé, un banquet où personne n'a mangé. Et la porte de la chambre nuptiale s'est refermée. « Mon fils, qu'as-tu fait ? » ?»« Mère, apportez-moi une autre femme. » Alors la reine a tenté de résister à son fils. Elle est même allée chercher son mari, le roi. Mais bizarrement, le prince serpent n'a pas entendu la parole de son père. Il a même menacé. « Mère, si tu ne m'apportes pas une autre femme, c'est toi que je dévorerai. » Alors ils ont eu peur. Et la reine est allée porter 3 sacs de pièces d'or. Mais le lendemain, quand les gardes sont venus, la 3e et dernière des sœurs les attendait. Elle a embrassé sa mère, elle a dit qu'elle allait se marier et elle les a suivis sans résister. La mère a cru que sa fille avait perdu l'esprit. En passant devant la fontaine, « Eh petite, viens m'aider. Ma cruche est trop lourde. »
Elle s'est arrêtée, elle a pris la cruche, et tandis que l'eau coule à l'intérieur de la cruche, la vieille verse des paroles dans l'oreille de la jeune femme qu'elle seule entend. Et quand elle arrive au palais, elle demande qu'on lui fasse pour ses noces 3 robes, une couleur d'étoile, une couleur de soleil, une couleur de lune. Le roi y consent. Quelque temps plus tard, on célèbre les noces de la belle avec le prince serpent. Il n'y a pas eu de bal ni de banquet. La porte de la chambre s'est refermée. La belle était allongée sur le lit dans ses robes. Il y avait des tentures tout autour du lit. Et le prince serpent a écarté la tenture, il l'a vue, il a dit « Déshabillez-vous. Déshabillez-vous le premier. » Il a disparu derrière la tenture. Elle a entendu le bruit d'une peau qui se plisse, glisse et tombe à terre. Il a écarté la tenture, il a vu qu'elle avait retiré sa première robe, la robe couleur de soleil, et dessous, il y avait la robe couleur de lune. Je t'ai dit de te déshabiller. Et moi, je vous ai dit de vous déshabiller le premier. Le bruit d'une peau qui se plisse, glisse et tombe à terre. Elle portait sa dernière robe, celle couleur d'étoile ou de thon. Déshabille-toi. Déshabille-toi le premier. Et là, elle a entendu le cri de la soie qu'on déchire. Le matin, le roi et la reine faisaient les 100 pas derrière la porte. Au début de l'après-midi, la porte de la chambre nuptiale s'est ouverte et le roi et la reine ont vu sortir de la chambre un jeune homme, frais, rose, charmant, tenant par la main une jeune femme à l'air ravie. Oui, merci. Vas-y. Alors voilà, c'est vrai que interpréter un conte, c'est l'abîmer, mais on y est un petit peu obligé en ce moment, vu que certains récits, certaines interprétations sont dominantes, et moi, en tout cas, je vois tout dans ce conte-là, sauf l'image du prédateur, du mâle prédateur qui dévore les femmes. En tout cas, je vois une démorphose mutuelle. Je vois une femme, la reine, qui est toute pleine de son désir et qui ne peut pas renoncer d'abord au fait d'enfanter, et puis elle veut tout. Et s'il vous plaît, le fait qu'elle ait un prince serpent, on pourrait très facilement dire « Eh ben voilà, elle l'a bien cherché, elle l'a punie maintenant, voilà !» C'est bien, c'est les mères qui sont toujours fautives. Ah là 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 là, que des conneries. Ben non. En fait, elle aussi, elle apprend. En fait, dans ces histoires, tous les personnages sont au travail. Tous les personnages sont au travail. Et qu'est-ce qui se passe après? Cet enfant-là, elle ne le lâche pas vraiment. Elle l'installe dans un endroit qui est une espèce d'exomatrice. Il est sorti de son ventre pour aller directement dans la chambre. C'est moi qui te donne à manger, tu vois personne d'autre. Bon, bah quand même, c'est pas terrible pour grandir ça. En psychanalyse, il y a un concept que je trouve très opérant dans ce conte, qui est l'incestuel. C'est-à-dire qu'une espèce de prolongement de la séduction narcissique, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si l'autre était délocalisé dans l'enfant, que ça peut être le père ou la mère, hein. Là c'est la mère, mais ça peut être le père. Et puis tout à coup, l'enfant, il n'a pas d'espace pour exister pour lui-même. Il peut juste satisfaire la jouissance du parent d'être comblé par l'enfant, père ou mère. Donc, il ne peut pas exister en tant que sujet. Et s'il ne peut pas exister en tant que sujet, il ne peut pas aimer. Ce n'est pas possible. Et les initiations successives, pourquoi elles marchent aussi pour l'autre personnage? C'est que la reine, elle pose des sacs d'or et puis elle dit « j'achète ». Comment est-il possible, dans des conditions de transaction pareilles, que les femmes soient traitées autrement que comme des objets qu'on consomme? Puisqu'on les achète, on peut les consommer. Et qu'est-ce qui fait que, tout à coup, on sort de ce cycle de répétition? C'est qu'elle se positionne comme sujet désirant. Et c'est le désir de la
dernière des sœurs qui se constitue en tant que sujet désirant, qui dit moi je vais, elle dit pas je vais mourir, selon le schéma maternel là, des deux qui font leurs petites affaires. Non, elle dit moi je veux cet homme-là. Et elle accepte, comme le dit Jennifer Tamas, elle accepte l'initiation, la parole des anciens, de la vieille, qui sait quelque chose qu'elle ne sait pas. Et c'est parce qu'elle se constitue en tant que sujet désirant qu'elle peut permettre au prince d'accéder lui-même à sa subjectivité. Parce qu'on sait bien que le désir de l'autre, le regard nous constitue, le regard désirant de l'autre nous constitue. Et donc tous les deux, en fait, donc on ne voit pas du tout un horrible bonhomme. Là, il s'agit d'un processus en entier où chaque personnage va contribuer à la démorphose et à la transformation. Voilà, c'est ce que moi, en tout cas, et j'espère que quand je raconte ce conte, eh ben, on n'entend pas tout ça, mais en tout cas, on n'est pas dans une lecture manichéenne. Voilà, ah ben voilà, c'est horrible, celui-là, il dévore ses épouses. C'est quoi la dynamique? C'est quoi la complexité de cette histoire-là? Parce que moi, sinon, je ferais le pont aussi un petit peu sur la question qu'on a discutée aussi, puis dont tu as abordé là. Tout à l'heure, tu nous as dit, très belle formule, le conte a fini par tamiser mes résistances, là, sur la question de la violence. Et le conte comme espace de symbolisation des violences silenciées. Il y a comme, dans ce que tu racontes, il y a les interprétations, les regards qu'on y porte, puis il y a aussi ces Zumthor qui disaient que les arts de la parole, les contes peuvent créer des zones refuges où on peut bannir fictivement nos pulsions indésirables. Et puis c'est Flao qui racontait, lui, que dans les espaces de performance orale, la relation, ce que tu disais avec les formulations finalement, cesse pour un instant de comporter des véritables risques. Puis, du coup, à l'intérieur du récit, le déchaînement des plus fortes tensions relationnelles est possible et même souhaitable. Absolument. Puis, moi, je vous posais la question parce que c'est ça, la question du prédateur, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a des survivantes dans la salle? Comment est-ce comment est-ce qu'on habite cette chose-là? Puis j'ai l'impression que vous aviez des pistes non seulement de réponse, mais de dialogue avec la question du collectif dans lequel on est dans l'espace de racontement. De la question de la façon, comme tu parlais du non-verbal, du corps, de l'implication de la personne dans son corps, mais aussi de créer un espace où, tu l'as très bien, de toute façon, toute personne qui vit de la violence est habitée par de la violence, puis cette violence peut être exprimée. Juste pour revenir, parce que j'ai l'impression qu'on a passé vraiment vite sur cette chose de ce qu'on nomme passivité. Je ne sais pas pour vous, mais si on parle de Baba Yaga, par exemple, vous connaissez l'histoire de Vassilissa qui va chez la Baba Yaga. Donc la Yaga lui dit qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Elle dit je viens chercher du feu. Ah bon? T'as laissé ton feu s'éteindre? Et pourquoi tu crois que je vais t'en donner? L'autre, elle lui répond parce que je te le demande. Ok. Dit la Yaga, très bien. Si tu fais ce que tu dois, tu auras ton feu. Sinon, je te bouffe. Et on peut la croire. On la croit, non? Donc elle se retrouve dans cette situation où la Baba Yaga lui donne du boulot à faire. Elle doit laver, ranger, repasser. Elle doit donner à manger au chat, au chien, au coq. Et puis ensuite, la Yaga lui dit, voilà, maintenant, il y a une pièce qui est remplie de grains de blé. Demain matin, je veux que tu aies terminé de trier d'un côté les grains dont je ferai de la farine, de l'autre, les grains abîmés par la rouille. Si tu fais ce que tu dois, tu auras ton feu. Et donc, elle fait le boulot, et puis elle se retrouve devant ce boulot impossible. Et là, c'est toute la puissance à la fois de la Yaga qui met un ultimatum. Là, il va falloir que tu trouves autre chose que ce que tu sais faire jusqu'à maintenant. C'est le principe d'une initiation, non? On passe ailleurs. Et elle, qui fait un truc, mais le summum du courage, moi je ne suis pas capable de faire ce que fait cette jeune fille. Si je suis en danger de mort, je pense que je m'agite. J'essaye de faire, non, je fais ce qu'on m'a appris, il faut faire, donc j'essaye de... Mais je ne vais pas dormir. Et là, cette jeune fille, il y a une voix à l'intérieur d'elle, léguée par sa mère, hein, voilà, qui lui dit « Ok, va te coucher.
je ferai le travail. Et le plus extraordinaire là-dedans, c'est qu'elle y va. Elle va se coucher parce que le travail se fait ailleurs. En dormant. En dormant. Et d'où on continue à maintenir que le courage, c'est d'être à cheval avec une épée. Je ne sais pas, mais enfin, moi je trouve que là, c'est un courage, une foi, un courage phénoménal et une confiance, quoi. Il me semble qu'on a besoin de ça, là, en ce moment. De cette confiance, quoi, pour construire le monde. Donc, et la Yaga, c'est vrai que si on parle de violence, elle a cette violence. Elle dit, je vais te bouffer. Elle n'est pas gentille, elle n'est pas bienveillante. Elle dit, tu fais ce que tu dois, je te donne ton feu. Tu fais pas ce que tu dois, tu meurs. Ben oui, mais c'est la réalité, ça. Enfin, on le sait bien, quand même, que si il y a des endroits de notre vie, si on fait pas ce qu'on doit, on meurt. On meurt. Voilà. Et donc, fuck la bienveillance, quoi. Non, c'est vrai. On n'a pas le droit de dire ça. Le risque de vouloir polisser le sens à l'aune de ce qui serait socialement acceptable, sans tenir compte qu'on n'est pas dans le social, c'est que finalement, on va se retrouver avec des objets artistiques qui seront dénués de toute violence, alors même que nous-mêmes sommes habités par les violences les plus innommables pour nous-mêmes, et puis parfois nous les subissons, mais parfois nous les faisons subir. Si je reconnais une violence que je subis dans la réalité, dans la mesure où elle est à distance, parce que symbolisée dans un espace imaginaire, je peux en dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que je vais dire « Ah ben oui, moi, mon père, il m'a incesté ». Pas du tout. Souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, dans les échanges, parce que je trouve que c'est précieux, comme tu le fais dans ton festival, de ménager des espaces d'échange avec les classes notamment, quelque chose peut se dire qui n'est pas nécessairement relié à des révélations sur la réalité, mais quelque chose de cette violence est reconnu comme existante. Parce qu'alors sinon, une des caractéristiques quand même du trauma, pour venir à ta question, c'est qu'on se sent coupable. Et qu'on est très seul avec ça. Ben là, du coup, on se dit, ah, en fait, ça ne concerne pas que moi, ça existe ailleurs, dans cet espace, ça existe. Et je ne suis pas seule parce que tout le monde vient de traverser cette chose-là. Et ça, en soi, c'est reconstituant. Ça ne veut pas dire que ça prend le boulot des psys, c'est pas là pour faire ça, pas du tout. Mais que cet espace de violence puisse être symbolisé, c'est infiniment soulageant, circuler dans le groupe. Et puis pour revenir sur les questions d'assignation genrée, donc toi tu dis, bah oui, la passivité, c'est pas forcément... Enfin, nous disons d'ailleurs, ensemble, la passivité n'est pas une chose à dénigrer, mais aussi... Si on prend le conte russe, parce qu'on aime bien les contes russes quand même, dans La plume de Fier Faucon, c'est lui qui dort. Et elle accomplit tout un trajet, des épreuves, elle doit affronter la Baba Yaga, elle doit user 3 paires de souliers de fer, 3 bâtons de fonte, ronger 3 pains de pierre. Et moi, je me dis, ah mais c'est vachement intéressant, parce que finalement, les rôles actifs-passifs, ils ne sont pas assignés de manière systématique. Il y a aussi des mecs qui dorment. Moi, je pense que ça peut vraiment être un observatoire sur le genre, les contes merveilleux, parce que, c'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement lui qui se bat, elle qui dort, et il n'y a pas de hiérarchie, et c'est très inspirant. Par contre, les épreuves ne sont pas exactement les mêmes. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent la différence. Pas les mêmes. En fait, c'est pareil et pas pareil. Ça vient interroger la différence des sexes d'une manière très fertile pour parler du genre. Encore faut-il savoir de quoi on parle, de distinguer ce qui est masculin, ce qui est féminin, ce qui est mâle, ce qui est femelle, ce qui est homme, ce qui est femme. Et si on veut pouvoir décoller les assignations entre masculin et homme, féminin et femme, par exemple, et puis se souvenir que mâle et femelle, ça concerne le vivant, la préservation de l'espèce, mettre tout ça en résonance, les contes nous permettent ça. Vraiment, moi j'aimerais créer un groupe de recherche dans lequel on observe ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces spécificités? C'est pareil et c'est pas pareil.
et de voir qu'il n'y a pas d'assignation systématique genrée dans les contes. Moi, je trouve même que les contes merveilleux sont carrément queer, dans le sens où précisément, c'est pas systématique. Ouais, regarde Maria Desmers. Maria Desmers, pareil. Lui, il arrive, il dit oh tiens, mais c'est quoi ce champ de bataille avec tout ce charnier? Il soulève une tête, il dit c'est qui vous a mis dans cet état? C'est Maria Desmers. Il arrive dans un campement, elle est là, altière, elle est guerrière, et puis tu as la jeune fille aux mains coupées. Il y a tout ça dans le féminin, dans le personnage féminin, dans les contes. Par rapport à la violence, moi, ce que évidemment que la plus grande violence pour tout ce qu'on est, c'est quand même qu'on va mourir, non? Bon. Alors, et ce qui est génial dans un conte raconté, c'est-à-dire en présence, tu parlais de présence, en présence, c'est qu'on est là justement, et qu'on partage ça, et qu'on peut... juste, moi, j'aurais envie de terminer par une toute petite anecdote. Un jour, j'ai raconté Vassilissa dans une classe primaire, et il y a un petit garçon que j'ai trouvé hyper courageux pour dire, mais comment ça se fait? Elle rentre avec un feu chez elle, magique, et pourquoi elle ne ressuscite pas sa mère? Alors je dis, je ne sais pas. Et il me dit, mais moi, j'aime pas qu'on va mourir, que je vais mourir, que mes parents vont mourir, que tu vas mourir. Je dis, ouais, je comprends. Moi non plus. Et il dit, en plus, je sais comment c'est quand on est mort. Alors je dis, ah bon? Vas-y, dis-moi. Il me dit, il y a un trou, comme ça. C'est un rectangle, il y a un trou. Alors, il était super tendu, il crispait ses mains comme ça. Il disait, il y a un trou, et puis alors après, on est pris. P-R-I. Alors, je me dis, mais... Et je m'interroge, je me dis, mais il sait lire et écrire normalement. Tu vois. Puis d'un coup, je vais au tableau, et puis j'écris R.I.P. Je dis pris comme ça, oui, il dit pris, P-R-I. Alors j'ai dit non, c'est dans l'autre sens. Là, R-I-P, en fait, c'est une formule de bon voyage, ça veut dire repose en paix. Mais tu peux dire autrement. J'ai entendu qu'on pouvait dire que la terre lui soit légère. Alors il dit, ah oui, je préfère. Voilà, c'était hyper violent pour lui, comme ça allait pour nous, mais on peut parler, quoi. Et le fait de parler... sinon, on cache, on dit ok, donc elle n'est pas morte. Et puis voilà, tout le monde est gentil. Et du coup, ces angoisses-là, elles sont pas. Et c'est très très violent. Le silence, oui, est très très violent. La peinture blanche qui recouvre tout, c'est très très violent. Puis c'est quelque chose qu'on parlait du lieu de manifestation ce matin. Puis je trouve que dans ce que tu disais avec les héroïnes, il y avait un petit peu cette question-là. Puis on discutait qu'on a un art qui est singulier, qui est un art de la relation, puis qui crée un espace qu'on partage, comme tu racontais, on le traverse tous ensemble. On va sortir de là ensemble aussi. Puis qui donne des comptes. Moi, je rappelle... J'étais en Belgique, puis je faisais un conte qui est plus dans le conte contemporain, avec du récit et de la poésie performée dedans, puis qui part d'histoire. J'ai interrogé des femmes en leur demandant si votre ventre parlait, qu'est-ce que ça dirait? Petite question. Puis j'ai pris des figures mythiques et symboliques pour raconter ce qui m'avait été raconté, puis raconter mon vécu. Mais dans la salle, je n'ai pas eu accès, puisqu'on était dans une salle spectacularisée de 200 personnes. Après, c'était un peu compliqué, le tour de parole, puis l'espace de résonance. Puis j'étais avec une autre conteuse, c'est une gentille qui racontait « Maman est un mythe ». Puis nous, on sentait là, dans la salle les tabous qui bougeaient, puis qui étaient mal... Oh, c'était peut-être la canicule, mais il y avait comme un truc qui bougeait là, dans le collectif. Et puis elle me disait, non mais ça là, tu sais, moi ce conte-là, j'aime tellement le faire dans les maisons de la culture, dans d'autres espaces où après on crée des moments de discussion, des moments de dialogue. Alors peut-être que chaque conte n'appelle pas ça et n'appelle pas forcément la seule forme spectacularisée ou les espaces avant-après. Parce que là, vous avez donné des exemples avec les enfants qui peuvent se passer aussi dans les classes. Puis je voulais juste ramener un petit peu ce qu'on avait discuté aussi sur... J'aimais ça, j'avais comme vraiment jamais vu ça comme ça, sur... on parlait un peu, on peut parler de la représentativité sur les scènes, de qui est là, qui a la parole, les femmes versus les hommes, mais aussi toutes les questions, comme on disait, des personnes racisées, des personnes autochtones, qui est là sur les scènes de contes, et redonner des espaces, réfléchir dans les programmations ou ailleurs pour que la parole soit le plus partagée possible. Mais là, vous me disiez, oui, mais c'est aussi encore une vision de
Et puis j'ai même, je lisais un article de Myriam Martineau Hernandez, c'était que dans le monde du conte, ça c'était en France, elle disait, le monde du conte en France fonctionne à la manière d'une pyramide dont les conteuses et les conteurs amateurs seraient à la base et les professionnels connus et reconnus sur les scènes au sommet. Fait que là, du coup, on est encore dans un espace finalement hiérarchisé. C'est un peu ce que tu disais, Stéphanie, tout à l'heure. C'est qui transmet, qui partent, qui... Puis là, vous me disiez, ben oui, mais c'est qui a décidé c'était où le haut et le bas? Puis, je sais pas, moi, j'ouvrirais, puis je finirais un peu là-dessus. Après, on laissera la place au public sur l'espace aussi, notre espace de structure en tant qu'espace professionnel, de vie, de transmission du conte. Entre c'est quoi qu'on valorise et puis comment est-ce qu'on le valorise aussi, parce que c'est sûr que si je ne suis pas payée aussi bien pour aller faire un atelier ou aller dans la cuisine comptée ou aller dans la scène, ça joue aussi évidemment sur ces questions hiérarchiques. Mais moi je vous disais, si je veux aller sur scène, je suis heureuse d'avoir l'espace de pouvoir le faire. Mais si je n'avais pas envie d'y aller et que je veux qu'on valorise mes autres pratiques et tous les espaces, bref. Est-ce que vous voulez me parler un peu de ça ou c'est un peu trop pour vous? C'est en train de changer, j'ai l'impression, en ce moment en France, mais c'est récent. Mais je me souviens d'un grand colloque français. Le titre, c'était, je crois, à quoi ça sert de raconter. Pourquoi faut-il raconter des histoires ? Pourquoi faut-il raconter des histoires ? C'était dans un théâtre, je ne sais plus si c'était... À l'Odéon. À l'Odéon. Ou au Rond-Point. C'était la classe, tu vois. Et donc, dans la salle, 200 femmes et sur le plateau, 5 hommes. Voilà, qui parlaient de Sherazade, c'était génial. Voilà. Et il y a quand même que les lieux structurants du conte jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de bouger et subventionnés. N'empêche, c'était des lieux dirigés par des hommes. Voilà. Oui, d'ailleurs, merci d'ailleurs pour votre invitation, parce qu'il se trouve que voilà, il y a aussi une parité aujourd'hui. C'est en résonance avec probablement ce que le RCQ porte. Mais sur ces questions-là, moi, je me souviens très bien, on a participé toutes les deux à la fondation de l'Association professionnelle des artistes conteurs. Puis il y a eu un grand raout une année avec le ministère de la Culture, et puis Mondoral, et puis le RNCAP, puis la PAC. Et puis, comme j'étais au collège de la PAC à l'époque, je prends la parole pour je ne sais quoi d'ailleurs, mais peu importe, je parle. Et c'était pas facile pour moi du tout. Je dois être conteuse, j'ai pu mesurer la difficulté que c'était. Puis j'ai une collègue conteuse qui est venue me voir et qui m'a dit merci. Je dis oui, ok. Elle me dit oui, parce que tu te rends compte, il n'y a eu que des mecs toute la journée, tu étais la seule femme. Eh bien, je me suis dit que je m'étais botté le cul pour aller prendre cette parole et cette place-là. Et que c'était aussi de ma responsabilité. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fois, nous les femmes, nous cédons notre place aux hommes parce que c'est habituel de faire comme ça. Et que j'aurais très bien pu faire ça, et que ça m'aurait même arrangé parce que j'étais pas à l'aise de faire ça. Et que notre responsabilité, c'est pas seulement d'attendre qu'on nous laisse la place, mais de la prendre, de dire ok, moi je vais faire ça, moi je prends la parole. Et que j'ai mesuré à quel point effectivement c'était important. Je n'avais pas conscience de tout ça. Après, il y a cette question des espaces dans lesquels tu joues. C'est vrai, on a des formes on a des formes de spectacles, on pourrait dire différentes, qui vont plus dans un endroit ou dans un autre. Moi, j'aime les scènes, quoi. J'aime vraiment les scènes, cet espace particulier pour jouer, mais j'aime aussi des petits lieux. Et en tout cas, par exemple, pour le Festival des héroïnes de 7 lieux, je tiens vraiment à ce que les jauges soient petites, par exemple. Pour cette raison-là, c'est qu'on n'ose pas prendre la parole et que c'est vrai, se botter le cul, d'accord, mais en même temps, quelquefois on est héritière d'une on a un héritage qui fait qu'on se sent jamais tout à fait légitime, qu'on pense tout de suite que quelqu'un, et surtout si c'est un homme et qu'il le croit lui-même, va mieux prendre la parole et mieux expliquer les choses que nous. Donc voilà. Et dans une petite jauge. Dans des petits jauges, c'est plus simple. Mais moi, je peux témoigner du fait que si tu
crées un festival avec des petites choses, tu es quand même moins subventionné. Alors que le prix du spectacle est le même. Les spectacles sont les mêmes. Et ça, c'est vraiment un espace... Et on doit se casser le cul vraiment pour faire que les conteurs, les artistes soient accueillis dans des bonnes conditions et que même quand Magda Gorska vient jouer Marie Curie dans une cuisine communautaire, parce qu'une cuisine, c'est génial pour parler de Marie Curie, avec les paillasses en inox et tout ça, elle le fasse dans des conditions qui soient n'empêche confortables et n'empêche professionnelles et tout ça. Donc c'est presque plus de boulot parce que dans une salle de spectacle, je veux dire, on sait faire. Mais bon. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ce que tu disais, Stéphanie. Je crois que l'histoire du renouveau du conte, elle a quelque chose à penser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, en France, on dépendait, j'en parlais tout à l'heure, au départ du ministère de l'Agriculture, puisque c'était les foyers ruraux qui ont organisé... Ensuite, on est passé au livre, et ensuite, on est arrivé au spectacle vivant. Et en arrivant là, eh bien, on a fait allégeance au théâtre et à ce qui est à l'œuvre dans le milieu du spectacle vivant en France, c'est-à-dire un sexisme massif et une discrimination... concernant la survalorisation de têtes d'affiche. Plus la jauge est grande, mieux c'est, et donc plus il y a de mecs. Et que là, on rejoint vraiment tout le travail de fond des féministes qui observent que ce qu'on appelle le care, hein, les relations de soins, tout ça, il y a des femmes, et puis tout à coup, dès qu'on est des experts, des spécialistes, c'est des hommes. Et nous, dans le conte, on a à dire, non, en fait, nous, on valorise autant les spectacles qui sont dans l'horizontalité, dans le care, que les spectacles qui sont à grande jauge sur des scènes où il peut y avoir aussi des femmes. Et enfin, moi, quand je programmais à Histoire commune, puisque j'ai pendant des années programmé petite enfance, je cherchais des mecs. Parce que, oui, c'est important aussi. Et c'est un travail permanent d'attention et en même temps, pas devenir obsessionnel avec ça, quoi. Oui, puis ce que vous dites est important, et puis je voulais parce que c'est aussi quelque chose de plus vaste dans la collective. Enfin, l'art souffre d'un sous-financement qui fait des compétitions puis des états de tension qui, tu sais, de façon systémique, il y a une problématique plus large qui attaque l'art puis les arts et le conte à l'intérieur de tout ça. Et donc ça continue de créer de la violence à l'intérieur du système entre les personnes qui sont actrices, acteurs de ce système. Fait que c'est ça, sur ces belles paroles. Moi, j'aimerais ça en vous entendre dans vos résonances que depuis ce matin sont riches, sont fortes, sur ce qui vient d'être offert cet après-midi, puis sur comment ça nous fait continuer le dialogue qu'on a ouvert en début d'après-midi. Alors, courage à la première personne. J'en profite pendant que vous réfléchissez. Il y a une autre référence que j'ai oubliée, l'Odyssée des femmes, qui est aujourd'hui Muriel Lac, qui a publié ce livre où elle revisite les mythes, la mythologie grecque, l'Odyssée des femmes. Ça vient de sortir là aux éditions de l'Iconoclaste. Il y a des très belles émissions sur le Book Club de France, Radio France, où elle montre la manière, le filtre de lecture patriarcale qui a prévalu sur le mythe de Pandore, d'Adam et Ève, Clytemnestre, et tous les personnages de la mythologie grecque. C'est très, très stimulant. Enfin, ça bouge, c'est ça que je veux dire. Non, là, je pense que vous nous avez bien convaincus. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. On vous écoute. Merci à vous trois. C'est très instructif. Puis ça m'a vraiment fait allumer sur plein de choses. Mais je viens du théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre. Fait que je comprends une couple d'affaires. C'est bien le fun. Puis vous, en particulier, votre nom, c'est Karine Mazel? Oui. Oui. Ah, là, vous m'avez vraiment ouvert les yeux sur bien des affaires. Là. Merci. En particulier à vous. Puis, connaissez-vous Jeannette Bertrand? Pardon? Jeannette Bertrand. Non. Bon, vous lirez. Puis aussi, c'est qu'elle adopte des positions sur les formes de féminisme et tout ça, là, qui me rejoignent. Puis aussi, c'est l'Odyssée. C'est quoi l'Odyssée? L'Odyssée des femmes. Oui, oui, j'y vais. Puis pour compléter, le prince serpent, quand vous avez fait une analyse là, tantôt, là, que je trouvais fort bon, j'en rajouterai une petite affaire. Les trois filles qui se font acheter. La première, c'est sûr que les trois, la nuit, avant, le lendemain, quand les gardes viennent chercher la première, bien, ils parlent ensemble. Ils doivent parler ensemble. Parce que le lendemain, elle est déjà arrivée
à la conclusion qu'elle s'en va à la mort. Eh oui. Fait qu'elle, elle s'en va à mort. Eh Fait oui. que le monde, il s'en va à mort. La deuxième fois, ils se sont sûrement parlé la nuit, hein? Puis le lendemain, elle s'en va en conclusion, ben elle s'en va à la mort. La vieille, la troisième, elle, la nuit d'avant, ben elle est toute seule. Fait qu'elle réfléchit. Et le lendemain, elle s'en va pas à la mort. Oh, quelqu'un qui veut y parler. Ben, qu'est-ce qu'elle met dans son oreille? Le savoir. Fait qu'après ça, elle s'en va marier un prince. Le pouvoir. Bonne journée. Trop fort. La parole, le savoir et pouvoir comme conclusion. Mais merci. D'abord, vos réflexions ont beaucoup nourri déjà ce qui étaient mes intuitions et la place que prend le conte merveilleux dans ma vie depuis la petite enfance. Je voulais juste dire, moi j'ai entre autres conté des contes merveilleux dans un contexte de maison de femmes. Et puis, ben c'est ça, je trouve ça extraordinaire comment ça fait surgir la parole. Et comment ça, vous disiez tantôt, même si c'est un conte qui se passe dans des châteaux et tout ça, c'est mon histoire. Et c'est ça aussi que j'ai reçu. Fait que, ben merci pour ça. Merci vraiment. Ouais. Le temps que tu t'installes au micro, je vais juste raconter une histoire. Moi j'avais comme un projet, je vous disais, avec les femmes, et dont moi, en fait, immigrantes, réfugiées, puis on discutait où le conte devait être un espace de médiation pour ouvrir la parole sur nos récits, nos défis, nos réalités de migration. Puis finalement, à un moment donné, c'est devenu un espace de création, puis on est devenu des conteuses de nos récits de migration, mais sous forme symbolique. Puis c'est plus devenu, c'est plus un récit de vie, c'est devient une aventure. Puis c'est aux troisième personne, puis c'est un personnage qui vit ça. Et assez qu'il y en a une qui a été à l'aise pour aller sur scène avec moi dans un congrès scientifique pour conter son conte. Et cette personne, puis je me rappelle, c'est Suzy Platiel qui disait ça, quand elle amenait les contes dans les classes, il y a des gens, elle vient du Congo, avait un savoir-faire que définitivement, moi ça m'a pris des années pour atteindre le tiers de ce qu'elle a fait spontanément du premier coup, mais il y avait comme un besoin, et c'est ça que je voulais dire aussi à qui on donne la parole, et comment est-ce qu'on fait naître aussi des conteuses ou des conteurs qui l'ont oublié, qui ont colonisé cet espace-là, ou ont été colonisés là. Puis moi, j'étais impressionnée parce que dans le public, des universitaires qui écoutaient les contes, et puis dont des universitaires nés dans les mêmes pays qu'elle, ou d'autres, corporellement réagissaient, sortaient de l'espace cérébral. Tout à l'heure, quand tu as commencé à chanter, ça l'a fait dans moi aussi. Et une chercheure arrive les yeux en larmes, puis me dit... À un moment donné, j'ai compris que c'était vrai. Puis c'est comme si la forme, et ce que tu dis sur rituel, la formule a permis autant que ça avait besoin de prendre pour raconter des histoires violentes, des histoires de guerre, des histoires réelles, mais sous ce format-là qui les rendait mythologiques ou qui les rendait, non pas seulement, c'est pas supportable, mais... qui créait un des symboles qui fait que chacun a les moyens d'aller... J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, l'écran, il est libre.